À l'aube du 25 juillet 1944, près de Saint-Lô, 1500 bombardiers de la 8e US. Entre le 19 et le 22 juin, la Manche est balayée par une série de coups de vent qui endommagent gravement les ponts artificiels Mulberry au large des côtes normandes, réduisant du coup le flot de réapprovisionnement et de renforts. De plus, les Alliés ont beaucoup de mal à s'adapter au terrain difficile, cette campagne segmentée caractéristique du bocage, que les Allemands mettent à profit pour se défendre. Tandis que les combats se poursuivent, les Alliés continuent à se renforcer durant la deuxième moitié du mois de juin et en juillet. Parmi cet afflux de nouveaux effectifs se trouve la 3e armée américaine. À sa tête, un homme connu pour sa combativité, le général George Patton, qui a gagné ses étoiles en Tunisie et en Sicile. Dans l'autre camp, le Feldmaréchal von Rundstedt, commandant en chef des opérations dans l'ouest de la France, vient d'être limogé par Adolf Hitler. Il est remplacé le 2 juillet par le Feldmaréchal Günther von Kluge. Ce dernier a un adjoint de poids, le Feldmaréchal Erwin Rommel, commandant du groupe d'armée B. Mais le 17 juillet, la voiture de Rommel est la cible d'un chasseur allié en maraude. Il est gravement blessé et doit retourner en Allemagne. À la mi-juillet, la situation est dans l'impasse. Les hauts commandements alliés et allemands doivent réviser leurs stratégies respectives pour remporter la bataille de Normandie. C'est à deux hommes qu'il incombera de trouver une solution pour sortir de cette impasse, le Feldmaréchal von Kluge et le général Patton. Né en 1885 en Californie, George Smith Patton est le fils d'un brillant et riche avocat de Los Angeles. À l'âge de 17 ans, il entre à l'Institut militaire de Virginie, où il se prend entre autres de passion pour l'histoire militaire et la poésie. Il intègre en 1904 l'Académie militaire américaine de West Point. Bien que moyen sur le plan scolaire, il excelle en sport et dans les manœuvres sur le terrain. Diplômé à 24 ans, il choisit de servir dans la cavalerie et montre rapidement tous les signes d'un officier à l'avenir très prometteur. Patton connaît sa première expérience au combat en tant qu'aide de camp du général Black Jack Pershing, lors de sa campagne contre le bandit mexicain Pancho Villa en 1916. Lorsqu'en avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, Patton suit Pershing, toujours comme aide de camp. Il joue un rôle clé dans l'organisation des premières brigades blindées américaines sur le front de l'Ouest et dirige à Langres le centre de formation de chars. En septembre 1918, on lui donne le commandement d'une brigade de chars légers Renault qui doit attaquer à Saint-Mihiel. Mais en octobre 1918, il est gravement blessé au cours de l'offensive américaine en Argonne. Après la guerre, Patton retourne à la cavalerie. Il est breveté du War College, l'école de guerre américaine, en 1932 et est promu colonel en 1938. Bien qu'au cours de la Grande Guerre, il se soit spécialisé dans les forces blindées, Patton reste pendant l'entre-deux-guerres convaincu de la suprématie de la cavalerie montée. Mais la Blitzkrieg, menée par les Allemands en Pologne en septembre 1939, puis en France en mai 1940, va le faire radicalement changer d'avis. Au cours du printemps 1940, Patton assiste aux manœuvres de la 3e armée américaine en Louisiane. Il en sort convaincu de l'utilité de ces puissantes forces blindées pour l'avenir. Durant l'été de la même année, il est promu général de brigade et nommé à la tête de la 2e division blindée américaine, surnommée l'Enfer sur roue. En décembre 1941, lorsque les États-Unis rentrent en guerre à la suite de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, Patton, impatient de combattre, est prêt à repartir au front. En novembre 1942, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, avec qui il est très lié, le choisit pour commander le corps expéditionnaire lors des débarquements anglo-américains en Afrique du Nord française. Patton se distingue alors au cours de la campagne de Tunisie, lorsqu'en février 1943, il parvient à remonter le moral des troupes du 2e corps américain
après un échec sévère infligé par les hommes de Rommel dans le col de Kasserine. Promu au grade de général à 3 étoiles, il mène ensuite la 7e armée américaine lors de l'invasion de la Sicile, en juillet de la même année. Patton est un chef haut en couleur qui ne mâche pas ses mots, ce qui lui vaut rapidement d'entrer en conflit avec le général britannique dirigeant Bernard Montgomery. Les relations entre les deux hommes sont au mieux formelles et conduisent le plus souvent à des frictions. Malgré ses victoires en Sicile, Patton est blâmé pour avoir frappé l'un de ses hommes atteint de la psychose traumatique du soldat. Cet incident menace de mettre un terme à sa carrière. Mais Eisenhower, qui croit en Patton, fait en sorte que ce dernier ne soit pas renvoyé chez lui en disgrâce. Il préfère le retenir en Sicile jusqu'au début de l'année 1944. Eisenhower en est convaincu, son impétueux subalterne a encore un rôle essentiel à jouer. C'est une sage décision. Informé par son service de renseignement, Eisenhower sait que les Allemands considèrent Patton comme le plus combatif des chefs alliés et qu'ils sont persuadés que le général américain sera en première ligne lors de l'invasion du nord-ouest de l'Europe. Il décide donc d'utiliser Patton comme un leurre pour tromper l'ennemi sur la nature du jour J. Il le nomme à la tête de l'imaginaire premier groupe d'armée américain, ou FUSAG, First US Army Group. Le plan vise à convaincre les Allemands que le débarquement se déroulera sur les plages du Pas-de-Calais et non en Normandie. Une fois la Normandie sous contrôle des Alliés, Eisenhower donne à Patton l'occasion de sa vie, le commandement de la 3e armée américaine pour la bataille à venir. Patton a déjà prouvé qu'il est un chef militaire inspiré. Il séduit la presse, qu'il sollicite volontiers, et ses manières franches, voire brutales, son style extravagant et ses discours vibrants avant la bataille font de lui une personnalité de premier plan. Il est maintenant sur le point d'affronter un défi qui fera peut-être de lui l'un des plus grands soldats de sa génération. Né en 1882 à Posen, Hans-Günther von Kluge, fils de général, est issu d'une famille de l'aristocratie militaire prussienne. À l'âge de 19 ans, après l'école des cadets, il devient officier d'artillerie en 1901 et est, en 1910, diplômé de la prestigieuse Kriegsakademie de Berlin. Il est ensuite affecté à l'état-major. Pendant la Première Guerre mondiale, il sert sur le front occidental, alternant les périodes sur le front et en état-major. Il est blessé devant Verdun. Dans la Reichswehr de l'après-guerre, il est nommé colonel en 1930 et prend le commandement d'un régiment d'artillerie à Schwerin. Lorsqu'Hitler et le parti nazi accèdent au pouvoir en janvier 1933, von Kluge est général de division, commandant la division de Münster. En 1937, il est promu général de corps d'armée et un an plus tard, il est nommé à la tête de la 4e armée. Adversaire résolu mais discret du régime nazi, il va être impliqué dans nombre de complots visant à renverser Hitler. Von Kluge n'en est pas moins un disciple fervent de la Blitzkrieg. Il conduit brillamment la 4e armée lors de la campagne de Pologne en septembre 1939 et contre la France en mai et juin 1940. À partir de ce moment, Hitler le considère comme l'un de ses meilleurs généraux et le nomme Feldmaréchal lors de la grande promotion de juillet 1940. Entre l'été 1941 et octobre 1943, von Kluge poursuit ses victoires sur le front de l'Est, accédant à la tête du groupe d'armées du Centre. Il s'affirme comme un chef dynamique et proche de ses hommes. Mais le 12 octobre 1943, il est gravement blessé lors d'un accident de voiture. Au début du mois de juillet 1944, von Kluge est encore officiellement en congé maladie lorsqu'Hitler le nomme au commandement du front de l'Ouest à la place de von Rundstedt. Sa tâche est de taille. Il doit insuffler une volonté nouvelle au sein des troupes soumises à la pression intense des Alliés. Mi-juillet, Patton et von Kluge savent tous deux qu'un moment décisif est imminent en Normandie. En juillet 1944, Patton s'adresse aux hommes de sa 4e armée avant leur départ pour la France. Avec son style caractéristique, il leur déclare « Allons étriper ces Boches et taillons la route jusqu'à Berlin ». Mais la résistance acharnée menée par les Allemands en Normandie menace de faire échouer ses plans.
Comme les Britanniques qui connaissent des problèmes autour de Caen, la poussée au sud de la première armée américaine se heurte, après avoir pris Cherbourg, à de sérieuses difficultés. Menée par le général Omar Bradley, cette poussée a commencé comme prévu au cours des premiers jours de juillet. Mais le bocage où les combats sont particulièrement difficiles et la résistance farouche des Allemands ralentissent fortement sa progression. Le 11 juillet, la poussée d'Omar Bradley est stoppée. On craint que la bataille ne soit dans l'impasse. Le nombre croissant des pertes alliées ne fait que renforcer ce sentiment. Seul Montgomery, commandant le 21e groupe d'armée et responsable des forces alliées au sol, reste optimiste. Il prévoit de s'emparer enfin de la ville de Caen et d'éloigner les divisions Panzer allemandes des forces américaines qui seraient alors en mesure d'organiser une opération leur permettant de sortir de la Nasse. Plus forte perte. Malgré tout, les soldats britanniques et américains bénéficient quand même d'un atout majeur. Ils sont mieux ravitaillés et réapprovisionnés que leurs adversaires. Entraînés et instruits en Angleterre, les hommes de la 3e armée américaine de Patton auront encore beaucoup à apprendre sur le terrain. Mais sur le point de débarquer en France, ils sont frais et impatients de s'imposer. Avec un chef comme le leur, ils sont convaincus d'y parvenir. Patton est très respecté de ses hommes, qui se surnomment fièrement les uns les autres les petits gars de Géorgie. Dans l'autre camp, c'est une toute autre histoire. Avec la plupart des unités en sous-effectif, beaucoup d'Allemands ont déjà le moral au plus bas et souffrent de la psychose traumatique du soldat. À cela s'ajoute le problème du ravitaillement, car les forces allemandes sont sans cesse harcelées par les bombardements terrestres et aériens. La nécessité d'être constamment vigilant accroît l'épuisement des troupes. Mais malgré tous ces désavantages, les unités allemandes font encore preuve d'une grande cohésion et montrent qu'elles sont toujours redoutables. Le moral des troupes remonte un peu face aux lourdes pertes récemment infligées aux Britanniques au cours de l'opération Goodwood, quelques jours seulement avant le lancement prévu de Cobra. De plus, leur détermination à combattre pour stopper l'avance alliée est renforcée par une menace très réelle. Une échappée alliée conduirait à une progression rapide et inexorable de l'ennemi jusqu'au cœur même de l'Allemagne. Plus que pour leur fureur, c'est pour leur patrie que beaucoup de soldats allemands se battent maintenant. En ce début de soirée du 23 juillet 1944, les défenseurs allemands de Saint-Lô se préparent à une nouvelle nuit incertaine sur la ligne de front. Le 5 et le 6 août 1944, la 3e armée de Patton, partie du couloir d'Avranches, poursuit son avance en direction du sud-est, sur Le Mans et vers la Loire. Patton lui-même est partout à la fois, poussant ses hommes en avant et les dirigeant depuis la ligne de front, selon le style qui lui est propre. Mais plus il progresse, plus ses lignes d'approvisionnement se rallongent. Cela arrange von Kluge, lui donnant plus de temps pour préparer la contre-attaque autour de Mortain, ordonnée par Hitler. Pour son attaque, dont le nom de code est Lüttich, von Kluge dispose de 200 chars Tigre et Panthère, les restes de 4 divisions Panzer et d'une division de Panzer grenadiers. L'offensive est lancée le 6 août au soir sur le 7e corps de Patton.
À l'aube du 7 août, l'audacieuse attaque de von Kluge semble pouvoir réussir, car elle prend par surprise certaines unités de Patton. Les forces allemandes s'emparent de Mortain et menacent de percer les défenses de fortune du 7e corps américain. Mais les Américains tiennent tant bien que mal dans la campagne et les villages environnant la petite ville normande. Le point critique est atteint sur la côte 317, située juste à l'est de Mortain. La position n'est tenue que par un bataillon américain qui parvient à repousser nombre d'attaques allemandes. Les pertes augmentent dans les rangs de Patton. Mais les renforts sont en route. Les Alliés font appel à leurs forces aériennes stratégiques, basées désormais en grande partie sur le sol normand. Ils prévoient d'envoyer leurs avions sur les panzers de von Kluge, qui s'alignent près de Mortain, en vue de ce qu'ils espèrent être un ultime assaut décisif. Le 7 août, dans le jour qui se lève, les panzers subissent leur premier bombardement aérien. Ils essuient les attaques continues des chasseurs bombardiers britanniques et américains. À la fin de la journée, seule une trentaine de chars allemands est encore indemne. La contre-attaque stoppe brusquement. Malgré les protestations de von Kluge, Hitler insiste pour que ses troupes exsangues tiennent leur position aux abords de Mortain. L'ordre est impossible à exécuter. Le feldmaréchal allemand comprend qu'il n'a pas d'autre option que de tenter un repli général. Les Alliés ont maintenant l'occasion d'isoler ce qui reste des défenses de von Kluge dans la poche de Falaise. Après Mortain, Patton devra remonter depuis le sud. Les Britanniques et les Canadiens feront pression sur le saillant au nord. Et la première armée américaine fermera la poche depuis l'est. La bataille commence par un pilonnage bref mais meurtrier d'une grande partie des unités de von Kluge menées principalement depuis les airs. Hitler, totalement en dehors de la réalité des événements sur le terrain, continue à ordonner de vaines contre-attaques. En Normandie, le massacre se poursuit aux alentours de Falaise. Bien que quelques troupes des 5e et 7e Panzerarmées parviennent à s'échapper, les forces alliées se referment autour de la poche le 17 août. « 50 000 soldats allemands sont forcés de se rendre. « 15 000 autres gisent parmi les ruines causées par les attaques terrestres et aériennes des Alliés. Le jour même où la poche de Falaise est encerclée, Hitler relève von Kluge de ses fonctions. Son remplaçant, le feldmaréchal Walter Model, se retrouve alors à la tête d'une débâcle complète.
2 jours plus tard, la division de tête de Patton franchit la Seine. Après l'échappée de Normandie, Patton est frustré par le ralentissement de la progression qu'ordonne Eisenhower. Une nouvelle occasion se présente toutefois lorsqu'en décembre 1944, Hitler lance la contre-offensive surprise des Ardennes. Patton parvient à contrer brillamment l'attaque et stopper les Allemands. La 3e armée franchit ensuite le Rhin de façon spectaculaire et poursuit sa progression fulgurante. À la fin de la guerre, elle est parvenue jusqu'en Tchécoslovaquie. La contribution remarquable de Patton au conflit lui vaut d'être récompensé après-guerre. On le nomme gouverneur militaire de Bavière. Mais sa nature impétueuse et sa méfiance à l'égard des intentions de l'Union soviétique le conduisent à de nouvelles frictions avec Eisenhower, qui lui retire son poste. Le 10 décembre 1945, Patton est grièvement blessé dans un accident de la route. Il meurt 11 jours plus tard. Il est enterré en Allemagne avec tous les honneurs militaires, aux côtés des hommes de sa 3e armée. En dépit de son tempérament controversé, Patton est encore de nos jours un personnage légendaire. Après avoir échoué contre Patton en Normandie, von Kluge tombe immédiatement en disgrâce. Pire, impliqué dans le complot avorté du 20 juillet 1944, il est convoqué à Berlin pour être jugé aux côtés des autres conspirateurs. Mais il se suicide en route, dans un bois de l'Est de la France. L'opération Cobra